À partir de maintenant, on va rentrer dans un certain nombre d'éléments quantitatifs. Alors, quand on compte l'énergie, vous savez que quand on vous donne un exercice pour rentrer aux mines, en général, l'unité qu'on vous autorise est la seule, c'est le joule. Moi, je vais très peu m'en servir parce que si j'exprimais en joules les grandeurs qu'on va aborder à partir de maintenant, il y aurait tellement de zéros sur la slide que vous prendriez trop de temps à la regarder. Donc, souvent, on va utiliser des énergies qui sont un peu différentes que les joules parce que ça permet d'éviter les gigas et les mégas et ça permet d'avoir des choses plus petites. Alors déjà, la première manière qu'on a de supprimer 6 zéros au joule, c'est de passer au kilowattheure. Et le kilowattheure a un avantage, c'est que c'est ça qui figure sur les factures, même si l'énergie n'est pas qu'une facture. Ça permet également de se rapprocher de choses qui sont plus familières dans les discussions du quotidien. Un Français aujourd'hui utilise, tous usages confondus, importation comprise, c'est-à-dire y compris l'énergie qui a été utilisée hors de France pour faire fonctionner les machines qui alimentent sa consommation en France, parce que, par exemple, pour reprendre votre smartphone de tout à l'heure, il est made in ailleurs en totalité. Eh bien, ça se balade aux alentours de 60 000 kWh par an. En ce qui concerne les énergéticiens, ils ont une unité qu'ils aiment bien également, qui leur permet encore de gagner 4 zéros, qui est la tonne équivalent pétrole. Alors, la tonne équivalent pétrole a une définition très simple, c'est l'équivalent de l'énergie libérée par la combustion d'une tonne de pétrole. Alors une tonne de pétrole n'a pas toujours la même énergie de combustion, ça dépend de la nature du pétrole. C'est pour ça qu'on ajoute en général deux qualités moyennes. Et ça vaut à peu près 11 600 kWh. Vous aurez de temps en temps dans l'énergie également des unités qui sont amenées par les anglo-saxons, notamment les Américains. Et vous savez que les unités américaines sont assez rarement compatibles avec le système métrique. Voilà, donc la tonne équivalent pétrole, ça s'inscrit dans ce grand ensemble. Voilà, j'utiliserai un tout petit peu l'électronvolt, pas souvent. Et enfin, j'utiliserai également l'équivalent esclave. Alors l'équivalent esclave, c'est à peu près 100 kWh d'énergie mécanique, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Qui a déjà fait ça dans cet amphi? Ah, pas plus? Ou les autres sont timides? Bon. Qui est déjà monté à pied sur la tour Eiffel? Ah, bah voilà, c'est déjà mieux. Bon. Alors, il va imaginer que, pour quelques raisons qui vous intéressent, vous décidiez de faire, dans la journée, 6,3 fois l'ascension de la tour Eiffel. Qui a déjà fait 6,3 fois l'ascension de la tour Eiffel? Ah, voilà. Il y en a un, c'est bien. C'était pour épater les Japonais ou non? C'était pour une autre raison? Alors, si vous faites 6,3 fois l'ascension de la tour Eiffel dans la journée, la tour Eiffel faisant un peu plus de 300 mètres, vous allez faire de l'ordre de 2000 mètres de dénivelé dans la journée. Il faudrait 6,6 si elle fait 300, mais je crois qu'elle fait un peu plus. Ce faisant, vous allez en général utiliser vos jambes, puisque utiliser ses bras, c'est plus dur. Eh bien, l'énergie mécanique que vous allez restituer avec un effort de cette nature, qui n'est quand même pas un effort totalement marginal pour n'importe qui, c'est E égale mgh que j'utilise, donc c'est extrêmement simple. Eh bien, en fait, c'est un ridicule demi-kilowattheure sur une journée. Donc, un homme au travail qui utilise ses jambes pour alimenter un dispositif mécanique, quel qu'il soit, comme Charlton Heston là, qui pédale dans Soleil Vert, eh bien, à la fin de la journée, il aura été capable de restituer de l'ordre ou de fournir de l'ordre d'un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Si vous imaginez que cet homme au travail fournit cet effort un jour sur deux, ce qui est une autre manière de dire que vous montez 3 fois la tour Eiffel tous les matins, eh bien, à la fin de l'année, vos jambes auront fourni une centaine de kilowattheures d'énergie mécanique. Donc, sur une année de travail, la carcasse d'un homme, raisonnablement entraîné, est capable de fournir de l'ordre d'une centaine de kilowattheures d'énergie mécanique s'il utilise ses jambes. Si vous utilisez vos bras, et soit dit en passant un peu le dos également, et une pelle, c'est plus difficile à main nue, et que vous décaissez 6 mètres cubes de terre, c'est-à-dire à peu près 15 tonnes de terre dans une journée, eh bien, outre des ampoules, vous aurez fourni
0,05 kWh d'énergie mécanique, c'est-à-dire que vous êtes encore 10 fois plus ridicule, entre guillemets, que la personne qui a monté 3 fois la tour Eiffel avec ses jambes. Donc, une paire de bras au travail, dans la journée, c'est 0,05 kWh. Une paire de bras au travail sur l'année, c'est une dizaine de kWh d'énergie mécanique. Si vous faites brûler un litre d'essence, qui coûte le prix scandaleusement élevé de 1,60 €, ce qui justifie qu'on trouve que c'est trop cher, eh bien vous allez obtenir 10 kWh d'énergie thermique. Et si vous voulez avoir une comparaison stricte, évidemment, il faut faire passer ça dans une machine qui va convertir cette énergie thermique en énergie mécanique. Et même avec les meilleurs ingénieurs du monde, pour faire des voitures, qui, paraît-il, sortent d'ici, eh bien, vous allez obtenir 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. Pas plus. Ça ne dépend pas de l'ingénieur, hein, les 2 à 4. Ça dépend en fait de la manière dont la voiture fonctionne, si elle est proche de son rendement optimal ou pas. Eh bien, donc si elle est à 2, c'est de la faute du conducteur, ce n'est pas la vôtre. Donc vous allez obtenir 2 à 4 kWh d'énergie mécanique, c'est-à-dire que dans un seul litre d'essence, dont on verra dans pas longtemps que les Français en consomment encore, entre guillemets, pas loin de 1000 litres par an, eh bien, vous avez le même contenu en travail, la même capacité à changer l'environnement que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Donc je vous le redis autrement, quand vous utilisez une machine qui consomme un litre d'essence, vous êtes capable de modifier l'environnement, c'est-à-dire de fournir du travail, au même niveau que 10 à 100 êtres humains qui utiliseraient soit leurs jambes, soit leurs bras. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du différentiel que vous avez entre l'énergie qu'on utilise via la machine et notre propre corps. Si on convertit tout ça en argent, une autre façon de dire la même chose, c'est que le kilowattheure d'énergie mécanique, si je paye un homme au travail pour le fournir, je vais le payer de quelques centaines à quelques milliers d'euros, alors qu'en face, la machine au travail me fournit le même service pour un coût marginal, je n'ai pas mis la machine là-dedans, de l'ordre de quelques dizaines de centimes. Donc, quand je passe de l'homme au travail à la machine au travail, hors coût de la machine, eh bien, j'ai divisé le coût d'une transformation unitaire de l'environnement par un facteur de quelques centaines à quelques milliers. La raison pour laquelle on mécanise tout ce qu'on peut dans le monde économique, elle est là. Donc, dès que vous pouvez remplacer un garçon d'étage par un robot, vous le faites. Dès que vous pouvez remplacer un ouvrier monteur sur une chaîne par un robot, vous le faites. Dès que vous pouvez mécaniser n'importe quoi, un agriculteur, le remplacer par un tracteur, vous allez toujours le faire, à cause de cette différence absolument considérable de prix entre le travail humain et l'énergie. C'est la raison pour laquelle on a toujours cherché, depuis qu'on a des machines efficaces, à remplacer les hommes par des machines. Ça a même joué pour le remplacement des esclaves. Si vous prenez un esclave, ce qui en général n'est pas une vocation de jeunesse, eh bien, cet esclave, pour le faire travailler, vous allez devoir aller le chercher contre sa volonté. Il faut payer de l'argent. Je vous rappelle qu'il y a eu une époque où il y avait une traite des esclaves, ce qui était un business. Enfin, voilà, c'est tout à fait immoral au regard des critères actuels, mais en attendant, c'était quand même fait pour des raisons économiques. Il faut l'empêcher de vous trucider, il faut l'empêcher de ficher le camp, il faut le nourrir, etc. Et quand vous regardez ce que ça coûte d'obtenir le travail d'un esclave, eh bien, vous vous rendez compte que même ça va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine, qui n'a rien contre sa condition de machine, qui ne cherche pas à foutre le camp, et qui ne se met pas en grève, et qui travaille H24. Donc la raison pour laquelle l'esclavagisme a disparu dans les sociétés qui ont eu accès à l'énergie, c'est pas parce qu'on est devenu soudain, c'est pas parce qu'on a changé de code génétique, donc je vais faire une toute petite incursion dans le cours auquel vous n'êtes pas allé pour certains d'entre vous, c'est pas parce que notre code génétique a changé, notre code génétique est très exactement le même que celui qu'avaient nos ancêtres il y a 2 ou 3 siècles, simplement il n'y a plus d'incitation à faire des choses que nous faisions à l'époque, parce qu'on a trouvé beaucoup mieux et beaucoup moins enquiquinant pour faire la même chose. Hein, donc ce qui a libéré les esclaves, c'est le pétrole, en gros. À ce stade, il y a quelques premières conclusions que je vous propose, que je vous rappelle. Donc je vous rappelle que d'utiliser de l'énergie suppose que l'énergie existe déjà dans l'environnement. Donc quand dans un débat, vous voyez des gens qui vous disent on pourrait utiliser l'hydrogène, de l'hydrogène dans l'environnement, il y a un endroit où il y en a beaucoup, ça s'appelle le Soleil, c'est pas très commode d'aller le chercher. Le reste, il est partout sous forme liée.
dans de l'eau, il y en a plein, vous en avez plein dans la vie, etc. Mais partout, il est sous forme liée, donc il n'est pas disponible en tant que source d'énergie. La molécule est disponible, l'énergie non. Hein? Il faut casser les liaisons, donc par exemple électrolyser de l'eau, et pour ça, vous avez besoin de plus d'énergie que l'énergie que vous récupérez dans la combustion de l'hydrogène. Donc l'hydrogène n'est pas une source d'énergie primaire. Quand on vous dit on pourrait utiliser la pile à combustible, bah ouais, enfin c'est un moteur la pile à combustible, c'est pas une source d'énergie. Donc ce qu'on doit comparer aux énergies primaires qu'on utilise aujourd'hui, c'est d'autres énergies primaires, c'est-à-dire des choses qu'on peut trouver dans l'environnement et qui sont utilisables telles que dans l'environnement. Hein? Le reste n'est pas accessible. Comme l'énergie quantifie la transformation, vous n'avez pas d'énergie verte, ou disons passant pas d'énergie rose, pas plus que d'énergie noire. En fait, choisir une énergie, c'est choisir un type de transformation et c'est choisir des avantages et des contreparties. Toute énergie est sale si vous l'amenez à un niveau suffisant d'utilisation, n'importe laquelle. Le jour où vous couvrez la totalité de la planète de panneaux photovoltaïques, ça cesse d'être propre. Donc, une énergie propre, en général, quand vous regardez les chiffres, vous vous rendez compte que c'est une énergie qui est utilisée en quantité suffisamment minime pour que ses inconvénients le soient également. En général, c'est ça, une énergie propre. Dès que l'énergie commence à être utilisée en quantité massive, quel que soit le mode d'extraction de l'environnement, il y a des inconvénients. Et choisir une énergie, c'est arbitrer entre les inconvénients dont on a envie et ceux dont on n'a pas envie. Hein, c'est ça le sujet. Quelque chose qui est absolument essentiel, je vais y revenir plusieurs fois pendant ce premier module de cours, c'est que l'énergie, je ne parle pas de ce qui permet de l'extraire de l'environnement, l'énergie est gratuite. Alors, vous savez que vous avez tous entendu, le vent c'est gratuit, le soleil c'est gratuit, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'en servir. De fait, le vent et le soleil sont gratuits. Personne dans cette salle n'a payé le moindre centime pour que le soleil existe ou pour que le vent existe. Mais personne dans cette salle non plus n'a payé le moindre centime pour que le pétrole existe. Le pétrole est gratuit. Ce qui est payant, c'est le consentement à s'en défaire de la personne qui a la chance d'être assise dessus. Ça, c'est payant. Et ce qui est payant, c'est le travail des quelques-uns d'entre vous qui iront chez Total, c'est très mal, ne le dites à personne, pour aller faire des trous dans la terre et faire sortir le pétrole. Ça, c'est payant. Le pétrole est gratuit. C'est gratuit. Donc, quand on paye l'énergie, tout ce qu'on paye, c'est du travail humain et des rentes humaines pour accéder à une énergie qui, elle, est gratuite. On ne paye que des hommes, et du reste, l'argent ne sert à payer que des hommes. Vous n'avez jamais vu la nature envoyer une facture à qui que ce soit. Donc on ne paye que des hommes. Comme l'énergie, c'est de la physique, et comme ce que vous payez, ça n'est pas l'énergie elle-même, mais le travail qu'il faut consacrer à son extraction de l'environnement, le prix d'une énergie ne dépend pas de l'abondance de l'énergie, parce qu'on pourrait se dire si l'énergie est très abondante, du coup elle est encore plus gratuite que les autres. En fait, ce n'est pas ça qui compte. Si une énergie est très abondante, elle peut quand même être très difficile à extraire de l'environnement. Vous savez, il y a une énergie qui est totalement surabondante dans l'univers, c'est le rayonnement à 3 degrés Kelvin dans le vide. Et ça, je peux vous dire que vous n'en ferez jamais rien. Et pourtant, il y en a des quantités absolument considérables. Donc le fait qu'il y ait des quantités absolument considérables d'énergie, ça ne nous dit rien sur la facilité à l'extraire pour s'en servir à notre profit. Ce qui va compter pour le coût de l'énergie, c'est-à-dire la facilité qu'il y a à l'extraire et à l'utiliser à notre profit, c'est le fait que la source d'énergie préexistante dans l'environnement soit déjà très concentrée et avec peu de barrières nous séparant de l'accès à cette source. Et alors l'archétype de ce truc-là, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est hyper concentré, c'est l'énergie, à part le nucléaire, mais l'énergie nucléaire est plus compliqué à utiliser, c'est hyper concentré, et les barrières qui nous séparent de son accès ne sont pas très dures à franchir, historiquement. Monsieur Drac, il est allé faire 3 trous à Titusville, et le pétrole jaillit. D'accord ? Donc, ce n'est pas très compliqué, historiquement, de faire sortir du pétrole. Plus une énergie est séparée de nous par des grandes barrières, et plus elle est diffuse, plus elle coûtera cher à extraire de l'environnement. C'est juste de la physique. Et alors je vais vous le montrer avec une petite comparaison rapide.
Imaginons que je prenne le volume d'air de cette salle, qui n'est pas très loin en ordre de grandeur de représenter un cube de 10 mètres de côté. Imaginons que je le fasse souffler à 80 km/h, ce qui représente au choix pour les méridionaux un bon Mistral ou pour les marins 45 nœuds de vent. Et je fais passer ça dans une éolienne. Si je fais passer dans une éolienne ce vent, ça va me mettre mon éolienne en action et me fournir de l'électricité. Donc cette électricité est une énergie, je peux la compter. Eh bien, la quantité d'électricité que je récupère avec 1000 m3 d'air à 80 km/h qui passe dans l'éolienne, c'est la même que la quantité d'énergie que je récupère en faisant brûler 3 millilitres de pétrole. 3. Pas 3 tonnes, pas 3 litres, pas 30 litres, 3 millilitres. 3 tout petits millilitres. En ce qui concerne la quantité de travail humain à investir, à votre avis, est-ce que c'est plus simple d'aller faire un trou dans le désert saoudien et de faire sortir 3 millilitres de pétrole? Ou est-ce que c'est plus simple de construire une éolienne, d'attendre que le vent souffle et de récupérer l'électricité qui en sort? Eh bien, la réponse est dans les prix, puisque l'argent ne paye que les hommes. Si vous utilisez une éolienne, vous allez, en Europe, payer votre kilowattheure d'électricité de 6 à 8 centimes en sortie d'éolienne, et à ce prix-là, il y a court quand il y a du vent. Quand il n'y a pas de vent, le vidéoprojecteur ne fonctionne pas. Bon, alors je peux gueuler un peu fort, il n'y a pas de micro, c'est pas grave. Je peux faire avec les mains, sans vidéoprojecteur. Mais par contre, pour tous ceux d'entre vous qui sont venus en métro, il n'y a pas de métro non plus. C'est un peu plus enquiquinant. Il n'y a pas non plus de soirée ce soir, si le vent ne souffle pas. Ça commence à devenir vraiment enquiquinant. Il n'y a pas de réveil demain matin, enfin, si les marches à l'électricité. Voilà, il y a le frigo, on peut pas refroidir les bières, enfin, c'est une catastrophe. Donc, s'il n'y a pas de vent, le système s'arrête. Si vous voulez que le système ne s'arrête pas quand il n'y a pas de vent, vous devez rajouter le coût du stockage. Et alors, à ce moment, vous multipliez en gros par 3, des fois par 6. Donc, l'ordre de grandeur du kilowattheure stocké avec du vent, c'est quelques dizaines de centimes. En face de ça, l'ordre de grandeur du coût du kilowattheure déjà stocké, puisque quand vous sortez votre pétrole du sol, c'est déjà un stock. À ce moment-là, vous pouvez déjà vous en servir aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine ou à 3 heures du matin, exactement comme ça vous chante. Eh bien, ce kilowattheure de pétrole déjà stocké, sorti du désert saoudien, il vaut 0,3 centimes. Donc, entre le coût d'un kilowattheure extrait du vent, source diffuse, c'est pas dense, l'air, 1,2 kg par mètre cube, c'est vraiment pas dense, et le coût du kilowattheure sorti d'un puits de pétrole saoudien, eh bien, vous avez un facteur de l'ordre d'une centaine sur le coût de mise à disposition d'un kilowattheure stocké. Et encore, là, l'éolienne, vous l'avez elle-même fabriquée avec du pétrole. Le système n'est pas bouclé. C'est-à-dire que pour fabriquer l'éolienne, vous avez bénéficié d'un système industriel très performant qui vous a fait l'extraction du cuivre de la mine, l'extraction de la bauxite de la mine, l'extraction du minerai de fer de la mine, la métallurgie amont, l'assemblage de tout ce bastringue, le transport, le plot en béton pour l'ériger, etc. Donc tout ça a été fait avec des combustibles fossiles. Si vous deviez faire tout ça avec d'autres éoliennes, ce n'est pas complètement sûr que le prix de l'éolien serait toujours de 6 à 8 centimes le kilowattheure. On peut prendre les paris. Mon pari, c'est que ça vaudrait un peu plus cher. Donc même en faisant l'éolienne avec des combustibles fossiles, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez un facteur de quelques dizaines à une centaine entre un kilowattheure sorti du vent et un kilowattheure sorti d'un puits de pétrole facile. Et ça, c'est irrémédiable parce que c'est de la physique. Donc, c'est pour cette raison que, historiquement, nous ne sommes pas passés des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, mais nous avons fait l'exact inverse. Il y a 2 siècles, la marine était 100% renouvelable. Et du reste, comme le vent ne souffle pas toujours, il fallait embarquer des citrons pour être sûr que les marins n'attrapent pas le scorbut. On s'est dit que quand même, pour vous amener le t-shirt chez Zara rapidement, parce que le t-shirt n'est pas fabriqué en France, c'est quand même vachement mieux d'avoir une marine 100% fossile, c'est beaucoup plus efficace et ça va beaucoup plus vite. Nous avions un système de transport 100% renouvelable il y a quelques siècles et on s'est dit que quand même pour alimenter l'école des mines pour le repas du midi, c'est pas terrible, il vaut beaucoup mieux avoir des transports 100% fossiles, ça marche mieux. On avait une agriculture 100% renouvelable et on s'est dit quand même pour avoir une agriculture très productive et que les enfants des paysans puissent aller faire des études, c'est pas terrible, il vaut beaucoup mieux avoir une agriculture 100% fossile.
On avait des travaux publics 100% renouvelables. C'est avec ça que les Romains ont construit les voies romaines. C'était pas très rapide. Pour faire 1 million de kilomètres de route en France, c'est quand même beaucoup plus rapide d'utiliser des engins comme ça va beaucoup plus vite. Nous avions une industrie de la construction 100% renouvelable, 1 siècle pour faire Notre-Dame. Alors maintenant, ça va aller un peu plus vite pour refaire la toiture, mais voilà. Et probablement quelques siècles pour faire les pyramides. C'était pas très efficace. Pour faire la tour des Deux à la Défense, c'est beaucoup mieux d'utiliser des combustibles fossiles, ça va beaucoup plus vite. Nous avions une industrie 100% renouvelable. À nouveau, ce n'était pas très efficace. Pour faire tous les objets que vous avez sur vous à bas coût, ça ne marche pas bien. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir une industrie 100% fossile. Et nous avions des séchoirs à luzerne 100% renouvelables, c'est-à-dire le soleil, et c'est quand même pas très efficace. Il vaut beaucoup mieux avoir des séchoirs à luzerne qui marchent au gaz, ça va plus vite. Donc ça fait 2 siècles, précisément parce que les caractéristiques physiques des énergies fossiles sont supérieures aux caractéristiques physiques des énergies renouvelables, que l'homme, qui est un animal accumulatif, a passé son temps à passer des énergies renouvelables aux énergies fossiles pour être capable d'accumuler plus vite. C'est exactement pour ça qu'on a fait ce chemin-là. Et donc, quand vous voyez ça, vous vous dites que de faire le chemin inverse, comme ça, là, simplement parce que la promesse politique, c'est qu'on va y arriver, sans qu'on touche au niveau de vie des gens, rien qu'en voyant ça, vous vous dites « Ah, en est-on totalement sûr ? Est-ce que je signe avec toutes mes économies, plus celles de mes parents, plus celles à venir de mes grands-parents, sur le fait que ça va marcher ?» Incidemment, quand vous avez un doute sur quelque chose, c'est une très bonne question à vous poser. C'est-à-dire, est-ce que je serais d'accord pour parier la totalité des économies de mes parents sur ce que je suis en train d'affirmer ? Voilà, fin de la parenthèse. Si vous avez un tout petit doute sur le fait que la réponse ne soit pas oui, c'est qu'en gros, vous n'êtes pas totalement convaincu par l'argument ou par ce qu'on est en train de vous raconter. Donc, les énergies renouvelables, on connaît très très bien, c'est le monde dont l'humanité sort. J'insiste. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas y retourner. Je suis juste en train de vous préparer à la conclusion qui est qu'on n'y retournera sûrement pas à consommation constante. Sûrement pas. Avec 7 milliards de bonshommes sur Terre. Donc voilà nos convertisseurs des temps anciens. Alors, c'était tout à fait immoral. C'était pas du tout efficace. Voilà, vous voyez, pas du tout efficace. Par contre, c'était tout à fait renouvelable. Et nous sommes passés maintenant à des convertisseurs des temps modernes qui sont beaucoup plus efficaces, à n'en point douter. Alors si je ne parle pas énergie, mais que je parle puissance maintenant, eh bien vous voyez, un homme au travail, dont je vous ai dit tout à l'heure, en une journée de labeur, il peut faire entre 0,05 et 0,5 kWh. Si vous rapportez ça à 5 heures de travail, en fait c'est 10, mais peu importe, vous voyez que ça veut dire que sa puissance moyenne sur cette durée se balade quelque part entre 10 et 100 watts. Je prends un tracteur. Un tracteur ordinaire, aujourd'hui, a une puissance de quelques dizaines de kilowatts. Un tracteur, ça a la même puissance, soit dit en passant, qu'un engin de chantier qui fait une centaine de kilowatts. Si un jour vous êtes un peu curieux, la prochaine fois que vous passez à côté d'un chantier, sur tous les engins de chantier, vous avez une petite plaque qui vous donne la puissance du moteur, qui est planquée quelque part, ou sous la partie pivotante, enfin voilà, c'est pas très compliqué à localiser. Allez regarder par curiosité, vous verrez la puissance de l'engin, c'est quelques dizaines de kilowatts, jusqu'à 100 kilowatts pour une grosse pelle. Si vous substituez des jambes, quelques centaines. Si vous substituez des bras, quelques milliers. Donc les deux engins que vous avez là sont capables, pour le tracteur, de substituer quelques centaines de paires de jambes ou quelques dizaines d'animaux de trait. Et pour l'engin de travaux publics ou l'engin de construction, quelques milliers de paires de bras. C'est grâce à ça qu'on a pu augmenter la productivité d'un agriculteur par quelques centaines. Parce qu'il ne lui a pas poussé des centaines de bras et des centaines de jambes comme à Shiva, l'agriculteur. Hein. On l'a simplement doté d'un exosquelette. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on peut construire une maison, ça, plus tout un tas d'autres machines, des cimenteries, des camions, etc., qu'on peut aujourd'hui construire une maison pour le coût de quelques années de salaire, chose qui était totalement impensable pour un habitant des temps anciens. Hein. Jusqu'à il y a 2 ou 3 siècles, c'était juste impensable que quelqu'un se fasse construire sa maison pour quelques années de salaire. Ça n'existait pas. Un camion pédale comme quelques milliers de fois les jambes du conducteur. Un avion, grâce aux jeunes et beaux pilotes bien payés, pédale comme 1 million de fois les jambes du pilote. Celui d'Aéroflot n'a pas dû pédaler assez fort. Un laminoir industriel martèle ou écrase l'acier comme toute l'Île-de-France à qui j'aurais donné un marteau.
Donc vous voyez, rien que pour remplacer le laminoir de Fos-sur-Mer, si on n'avait pas d'énergie, vous ne seriez pas en train d'écouter ce cours en ce moment, certains d'entre vous s'en porteraient peut-être mieux, vous seriez avec un marteau en train de taper sur des tôles. Rien que pour remplacer le laminoir de Fos-sur-Mer. Hein, toute l'Île-de-France avec un marteau en train de marteler toute la journée. Voilà un autre auxiliaire de l'agriculture qui a économisé quelques millions de paires de bras, ça s'appelle un vapocraqueur. Et c'est quelque chose qui sert à vous préparer la chimie organique. À ce stade, on est d'accord sur le fait que l'énergie quantifie la transformation, sur le fait que pour utiliser de l'énergie, en fait, vous avez besoin d'un convertisseur, sur le fait que l'essentiel des convertisseurs que nous utilisons aujourd'hui ne sont plus nos propres corps, mais sont des machines. Et maintenant, je vais vous quantifier le parc de machines et la manière dont il se décompose par individu. Alors, je vous ai dit, historiquement, ce qu'on utilisait, c'était surtout des énergies renouvelables. Alors ici, vous avez un graphique qui démarre en 1860 et qui ne vous quantifie qu'une des énergies renouvelables qu'on a utilisées depuis les temps anciens, parce que le vent et l'eau, c'est difficile d'avoir des statistiques en série longue. Je suis sûr que quelqu'un arriverait à reconstituer ça, mais je n'ai pas trouvé. Donc là, on va déjà commencer par le bois. Donc le bois, il y a un siècle et demi, l'humanité en utilise. L'humanité en utilise pour alimenter des poêles, pour se chauffer, pour alimenter des forges. Et soit dit en passant, le début de la métallurgie a été un facteur massif de déforestation, ou un facteur très important de déforestation en Europe. Et pour faire fonctionner les premières machines à vapeur qui commencent à émerger ici et là. À cette époque-là, un habitant du monde, un terrien, consomme en moyenne 5000 kWh de bois par an. Alors vous voyez que par personne, depuis cette époque, la quantité de bois utilisée a diminué, pas au total, mais par personne, ça a diminué. C'est la seule énergie, en gros, qui ait suivi cette évolution. Après, les hommes se sont mis à utiliser du charbon. Alors une partie du charbon a substitué le bois. Par exemple, en Europe, on a commencé à utiliser du charbon. Avant, on utilisait du charbon de bois, et puis on s'est mis à utiliser du charbon dit de terre. Les deux s'appelaient du charbon, pour faire fonctionner les forges. Puis après, pour faire fonctionner les machines à vapeur. Et vous voyez que la quantité de charbon utilisée par personne dans le monde, qui était extrêmement faible il y a un siècle et demi, se monte aujourd'hui à peu près à 5000 kWh par personne et par an. Ce que vous voyez sur ce graphique également, c'est que la quantité de charbon utilisée par personne dans le monde n'a jamais baissé depuis qu'on a commencé à utiliser du charbon. Donc jamais, à aucun moment, le charbon n'a été une énergie du passé pour les hommes. Jamais, à aucun moment. Et en fait, vous, aujourd'hui, vous utilisez, sans le savoir, énormément de charbon à travers tout ce qui est importé de pays où c'est made in charbon, à commencer par la Chine. Donc dès que vous voyez quelque part made in China, c'est made in charbon, et ça alimente directement votre consommation indirecte, évidemment, de charbon. Les 2/3 du charbon qu'on utilise aujourd'hui sur Terre servent en fait à une machine intermédiaire du système énergétique qui s'appelle la centrale électrique. Donc les 2/3 du charbon extrait sur Terre alimentent une centrale électrique. Dans le reste, vous avez un 10% en gros qui alimente la métallurgie. Alors, c'est des charbons particuliers, très riches en carbone, qu'on appelle des charbons à coke. Sinon, le reste sert à faire fonctionner des réseaux de chaleur, des poêles, du chauffage urbain, enfin du chauffage domestique, etc. Mais les 2/3, c'est les centrales électriques. Vous savez qu'en France, on a un grand débat sur nos centrales nucléaires. Retenez qu'aujourd'hui, dans le monde, vous avez entre 30 et 40 fois la puissance installée en centrale à charbon, entre 30 et 40 fois, pardon, la puissance nucléaire installée en France en centrale à charbon. Donc en France, on a 60 gigawatts de nucléaire, vous avez à peu près 2000 gigawatts de centrales à charbon installées dans le monde. On y reviendra au moment du cours sur le climat, mais l'accord de Paris, ça vous dit un petit quelque chose ? Et plus exactement, l'objectif des 2 degrés contenu dans l'accord de Paris suppose par exemple que la totalité de ces centrales à charbon ait disparu d'ici à ce que vous ayez mon âge. D'accord ? Donc 3 mètres nous séparent. Non. Donc d'ici à ce que vous ayez mon âge, pas si loin que ça, je vous assure, eh bien, il faut que la totalité des centrales à charbon mondiales ait disparu. Donc oui, un petit peu de chemin. Après, les hommes ont utilisé du pétrole. Alors, ce que vous voyez sur ce graphique de manière absolument spectaculaire, c'est que le pétrole n'a jamais remplacé le charbon. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon.
Vous voyez que l'utilisation du pétrole par personne vient se rajouter en plus de l'utilisation du charbon par personne. La raison, c'est que le pétrole ne sert pas du tout à ce à quoi sert le charbon. Le pétrole, c'est l'énergie reine de la mobilité, parce que le pétrole est l'énergie qui a le meilleur ratio énergie transportée par unité de volume. D'accord ? Dans 1 litre, donc 1 décimètre cube, si vous mettez quelque chose qui vous sert à votre approvisionnement énergétique, il n'y a rien de mieux que le pétrole. C'est liquide à température ambiante, donc c'est un truc qui se stocke et se transporte extrêmement facilement. Et comme c'est le plus dense par unité de volume, et ben dans les modes de transport où vous devez emporter votre énergie avec vous, comme ça vous êtes sûr de pouvoir aller où vous voulez, c'est le pétrole qui a gagné la manche ou la main des modes de transport. Aujourd'hui, 98% de ce qui roule, vole ou navigue utilise du pétrole. Alors que je vous rappelle que la première voiture à avoir dépassé les 100 km/h dans le monde était une voiture électrique. Je vous rappelle également que le rendement du moteur électrique est 4 fois supérieur, enfin 3 à 4 fois supérieur au rendement du moteur à pétrole. Donc ce n'est pas parce que le moteur à pétrole est intrinsèquement supérieur qu'il a supplanté la voiture électrique dans la compétition qui a eu lieu il y a un siècle, c'est parce qu'avec l'électricité, vous avez beaucoup plus de mal à emporter avec vous l'énergie qui vous permet d'être autonome. C'est ça la raison. Vous voyez également quelque chose qui s'est produit avant votre naissance ici, l'arrêt soudain, je dis bien soudain, de la quantité de pétrole disponible par personne sur Terre. Cet épisode, il porte un nom un peu particulier dans l'histoire de l'énergie, ça s'appelle les chocs pétroliers. J'y reviendrai longuement. Les chocs pétroliers, tout le monde a gardé en mémoire que c'est un moment où le prix est devenu très élevé, puis après il est redevenu très bas, et sujet suivant s'il vous plaît, on oublie. En fait, on n'oublie pas du tout. C'est le moment où l'approvisionnement pétrolier croissait fortement, et où il s'est arrêté de croître fortement, et où l'approvisionnement pétrolier par personne croissait fortement, et non seulement il s'est arrêté de croître, mais ensuite il s'est mis à décroître, puis se stabiliser. Donc les chocs pétroliers, ça ne correspond pas juste à un épisode de prix, en fait c'est l'écume à la surface de la vague. La caractéristique majeure du choc pétrolier, c'est que c'est l'arrêt d'un monde en expansion rapide. C'est ça, les chocs pétroliers. Et on va venir dans pas longtemps à ce que ça signifie en termes économiques. Arrive le gaz. Alors le gaz, bis repetita, n'a pas remplacé le pétrole, il est venu se rajouter par-dessus. Arrive l'hydroélectricité, pareil, l'hydroélectricité est venue se rajouter par-dessus. Arrive le nucléaire, venu se rajouter par-dessus. Et alors maintenant arrivent les nouvelles énergies renouvelables que vous voyez là, et qui est le truc dont tout le monde parle, tiens, on ne parle plus que de ça, les nouvelles énergies renouvelables. Vous avez ici rapporté à l'individu ce que représentent ces nouvelles énergies renouvelables dans le monde, et comme je suis, malgré les apparences, un mec sympa, j'ai pris la convention de conversion la plus sympathique possible pour les comptabiliser. Parce que comme beaucoup de ces énergies sont des énergies purement électriques, le solaire et l'éolien, et vous avez deux manières de les comptabiliser, l'énergie électrique, vous avez deux manières de la comptabiliser dans les bilans énergétiques. Comme historiquement, l'essentiel de l'électricité a été produite avec des modes thermiques, c'est des machines de Carnot, les centrales électriques pour l'essentiel. Vous brûlez du charbon, vous brûlez du gaz, vous brûlez du pétrole, vous faites fissionner de l'uranium, ça vous fait de la chaleur, et avec cette chaleur, vous actionnez une turbine. C'est une machine de Carnot. Dans une machine de Carnot, vous avez un rendement maximum, 1 - T2 sur T1, et souvent, on compte l'électricité en équivalent primaire, c'est-à-dire on compte l'énergie thermique qui aurait été nécessaire pour faire la même quantité d'électricité pour les modes qui sont purement électriques. L'hydroélectricité en tête, le solaire, l'éolien. Et c'est la convention que j'ai utilisée pour ce graphique. Il n'empêche que vous voyez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de place dans la pagination du journal que ça n'en a dans la consommation effective d'énergie dans le monde. Et vous allez voir dans pas longtemps que non seulement c'est vrai en valeur absolue, mais malheureusement c'est aussi vrai en dynamique. Par contre, une autre chose qui est capitale quand on voit ce graphique, c'est que, comme vous voyez aujourd'hui, la quantité d'énergie mobilisée par personne et par an, d'énergie extracorporelle, je devrais préciser, est de l'ordre de 20 000 kWh. Donc un terrien mobilise en moyenne, au travers de l'énorme exosquelette que constitue le parc de machines, 20 000 kWh par personne et par an. Avec la petite équivalence que je vous ai donnée tout à l'heure, alors ça c'est de l'énergie primaire, c'est de l'énergie thermique, donc en énergie mécanique ça ferait moins, évidemment,
Par contre, là-dedans, vous allez remplacer des jambes, mais vous allez aussi remplacer des bras. Alors, j'ai fait une convention à la serbe de 1 pour 1. Et donc, je vous dis, c'est comme si, en gros, chaque terrien avait à sa disposition 200 esclaves qui bossaient pour lui en permanence. Alors, je vais vous le dire autrement, le parc de machines que nous avons constitué, qui travaille pour nous, a la même force mécanique que si notre puissance musculaire était multipliée par 200. Donc, vous êtes, je suis, nous sommes devenus Superman pour de vrai. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Sauf qu'au lieu, comme Popeye, de s'engouffrer une boîte d'épinards et de devenir surpuissant, nous, on s'engouffre un baril de pétrole et on devient surpuissant. Enfin, pas nous, mais notre exosquelette, c'est-à-dire les machines. Je vais vous le redire encore autrement. La production matérielle de l'humanité aujourd'hui, à 7 milliards d'individus, est équivalente en volume, à cause des machines, à ce qu'on aurait si nous avions 1400 milliards d'individus et pas de machines. C'est clair? Évidemment, on n'a pas les moyens de nourrir 1400 milliards d'individus sur Terre. Donc en fait, grâce à l'énergie et grâce aux machines, nous avons été capables de développer une capacité productive qui est sans commune mesure avec la puissance musculaire de notre organisme. Et nous passons notre journée à utiliser des prothèses. Le RER qui m'amène ici est une prothèse. C'est un prolongement de mes jambes. La voiture que vous utiliserez peut-être, et l'avion encore plus, c'est des prothèses. C'est des prolongements de nos jambes. On passe son temps à utiliser des prothèses. L'essentiel de cette énergie est fossile. Alors pourquoi fossile? Tout simplement parce que c'est des restes de vie ancienne. Un fossile, c'est très simple, encore une fois, ça a une définition, c'est un reste de vie ancienne. On verra ça au prochain cours. Le charbon est un reste de vie végétale, les fougères, qui ont poussé à l'ère du charbon, au carbonifère, et le pétrole et le gaz sont des restes de plancton et de microalgues qui ont vécu n'importe quand entre il y a quelques millions d'années et quelques centaines de millions d'années. Donc c'est l'énergie fossile, et de très loin, qui domine l'approvisionnement mondial aujourd'hui. Et cette énergie, elle a donc permis de mettre en mouvement un exosquelette croissant qui a fait de chacun d'entre vous et de chacune d'entre vous Iron Man pour de vrai. Donc nous sommes tous devenus Iron Man pour de vrai. On n'a pas la petite lumière qui brille au centre et les machins devant les yeux, là, mais c'est exactement ça. Donc voilà des petits bouts de votre costume d'Iron Man et du mien. Des machines à laver, des ascenseurs, des aspirateurs, des tracteurs, des tractopelles, des fusées Ariane, des satellites, des épurateurs d'eau, des laminoirs, des tréfileurs, etc. Tout ça, c'est un petit bout de notre costume d'Iron Man. Et sans ce costume d'Iron Man, vous auriez la vie qu'avaient les paysans français il y a quelques siècles, avec 30 ans d'espérance de vie à la naissance, aucune augmentation du revenu entre la naissance et la mort. L'idée que le revenu augmente avec l'âge, c'est un truc qui est moderne, ça. Ça n'existait pas dans les temps anciens. Etc., etc. Donc ce qui a littéralement changé la vie de l'humanité, c'est l'énergie et le parc de machines qui permettent de s'en servir. Voilà pourquoi le fait que ça ne vaille que 3% de ce qu'on dépense, c'est une illusion d'optique. C'est au centre de 100% de ce qui vous arrive. De 100%. En fait, avec la petite convention économique que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire que l'énergie, aujourd'hui, et le parc de machines qui l'actionne, c'est 200 fois la puissance musculaire des hommes. Si la comptabilité était accordée avec cette réalité physique, dans les comptes des entreprises, l'énergie devrait valoir 200 fois plus cher que les salaires. C'est ça qui devrait se passer. Donc votre salaire à l'embauche devrait être, en gros, divisé par un facteur 1000, en gros. C'est à peu près ça qu'on devrait faire si on devait avoir le même rapport comptable sur les coûts qu'on a le rapport physique sur la contribution à la transformation du monde. Je vais vous le dire encore autrement parce que je vais y venir dans pas longtemps. Les hommes aujourd'hui pour la production ne sont nécessaires que pour piloter des machines. Pour le reste, ils ne servent à rien. Donc l'essentiel des boulots qu'on fait aujourd'hui dans le monde, je vous coupe vos 2 bras, vos 2 jambes et je vous permets de commander un ordinateur avec votre cervelle, ça marche encore. Ça marche encore. Alors cet exosquelette, avec son énergie bien à lui, permet donc d'avoir la même capacité productive. Alors en moyenne mondiale, c'est 200, le facteur. En moyenne française, c'est plutôt 600. Donc le gilet jaune français, qui ne s'en rend pas compte, et c'est ça la vérité politique indicible, vit quand même comme un nabab. Il vit comme un nabab. Alors ce qui l'emmerde, c'est que Bernard Arnault vit encore plus comme un nabab que lui,
Mais en attendant, et il a probablement raison de le penser, mais en attendant, il vit comme un nabab, déjà lui, hein, à cause de ça. Ces esclaves des temps modernes ont un autre avantage absolument considérable par rapport aux énergies renouvelables des temps anciens, c'est qu'ils nous libèrent toute la surface pour nous. Parce que les esclaves énergétiques des temps anciens, donc soit les énergies renouvelables, soit les autres organismes vivants dont on avait besoin, mobilisaient du sol. Un animal de trait mobilise du sol. Donc le sol qui est nécessaire pour nourrir l'animal de trait n'est plus disponible pour nourrir les hommes. Ou un animal de transport. À l'époque, donc on avait, notamment dans l'agriculture, besoin de mobiliser une grande partie des surfaces pour être capable de cultiver le reste des surfaces pour les hommes, avec les animaux de trait. Là, les esclaves des temps modernes, ils mangent du sous-sol. Donc ils nous laissent la totalité de l'espace disponible pour nous. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on parle de revenir aux énergies renouvelables, vous voyez apparaître des conflits d'usage des sols. Par exemple, pour faire pousser des cultures à des fins énergétiques, ça revient directement en conflit avec les cultures à usage alimentaire. Donc en fait, ça veut dire qu'on est obligé, pour une partie de l'énergie qu'on utilise, de revenir au sol par rapport à l'avantage qu'on avait eu de se contenter de taper dans le sous-sol. Hein, donc on revient à un système en 2 dimensions alors qu'on avait réussi à passer à un système en 3, d'une certaine manière. Quelques ordres de grandeur d'usage énergétique courant. Alors ce truc est très vieux, donc l'ordre de grandeur est toujours valable. Il y a probablement un facteur 2 à la baisse qui s'est baladé pour certains d'entre eux, mais ce n'est pas grave, ça vous fixe les idées. Ce que vous voyez, alors tout ça je peux le traduire en jours esclaves, ce que j'ai fait. Retenez surtout en regardant ce graphique que l'essentiel de la consommation d'énergie d'un occidental, donc des machines qu'il mobilise à son profit, ce n'est pas la lumière et ce n'est pas les tasses en café recyclables. Hein. Donc là où je vais m'adresser à des ingénieurs qui sont censés manipuler les ordres de grandeur, ce n'est pas avec des petits gestes qu'on évite des gros problèmes. Donc on peut avoir des petits gestes pour s'attaquer aux gros problèmes, mais ça ne remplace pas le fait de s'attaquer aux gros problèmes. Alors je vous le dis parce que dans le monde dans lequel je vis, qui est le monde des entreprises, c'est quand même très très fréquent qu'on fasse une confusion sur les ordres de grandeur délibérés. Hein. On se cache derrière son petit doigt en disant « Regardez, c'est fabuleux, j'ai installé une ruche sur le toit, et puis j'ai mis des gobelets recyclables à la cantine, et puis un jour par an, les gens vont venir en vélo, et alors... » Bon. Non, non, ça ne marche pas comme ça, évidemment. Donc ici, vous avez quelques ordres de grandeur sur des consommations énergétiques. Vous voyez que quelque chose qui va peser très très lourd, c'est ce qu'on achète et la façon dont on se déplace. Quand on parlera changement climatique, on verra aussi que la façon dont on mange est quelque chose de significatif, et la façon dont on loge. Donc en gros, la taille du logement qu'on occupe, l'énergie qu'on utilise pour l'occuper, la quantité de trucs qu'on achète dans l'année, et la façon dont on se déplace et le nombre de kilomètres qu'on fait dans l'année, c'est beaucoup plus impactant que le fait de fermer la lumière ou pas derrière soi quand on sort d'une pièce. C'est pas du tout le même ordre de grandeur. Alors dans le même temps que par personne, parce que jusqu'à maintenant je vous ai parlé de par personne, les ordres de grandeur ont fondamentalement changé, la taille de la population a aussi fondamentalement changé. Vous avez ici une reconstitution approximative, évidemment, parce qu'il y a 10 000 ans, l'INSEE était un peu moins performante qu'aujourd'hui. Vous avez une reconstitution approximative de la population humaine. Alors pourquoi il y a 10 000 ans? Pourquoi ce graphique démarre il y a 10 000 ans? Est-ce que vous avez... Oui. Non, en grande ville, non. C'est la sédentarisation des hommes. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 ans, et on verra ça au moment du cours sur le changement climatique, nous terminons la sortie de la dernière ère glaciaire, nous arrivons au début de l'ère interglaciaire chaude, qui est celle qu'on avait connue jusqu'au moment où on a commencé à mettre en route le changement climatique d'origine humaine, c'est-à-dire une période de stabilité très forte, on va dire, du climat, qui permet la sédentarisation des hommes, c'est-à-dire qu'à climat stable, la ressource qui vous permet de vous nourrir, elle ne se balade pas un peu partout parce qu'elle se balade au gré du climat qui change. Elle est toujours au même endroit, donc vous pouvez commencer à vous sédentariser. À ce moment-là, les hommes sont quelques millions sur Terre. Alors je dis encore une fois, l'INSEE n'est pas extrêmement performante à cette époque-là. Au début de la révolution industrielle, alors je rappelle, espérance de vie à la naissance des habitants de la planète Terre en 1800, c'est un peu moins de 30 ans. Soit dit en passant, c'était inférieur en ville qu'à la campagne.
parce qu'à l'époque, la ville était un lieu de concentration des miasmes de toutes sortes, et donc dès qu'il y avait une maladie, c'était beaucoup plus facile de l'attraper et d'en mourir que quand vous étiez à la campagne. Vous aviez également la même chose pour la mortalité infantile. On est 1 milliard. Et ce que vous voyez, c'est qu'en l'espace de 2 siècles, on a connu une évolution qui est plus proche de l'hyperbole que de l'exponentielle, dans le même temps où la quantité de ressources de toutes sortes consommées par individu a également cru. Alors en fait, une partie des gens que je connais, moi inclus, se pose la question de savoir si cette évolution démographique aurait pris place si on n'avait pas eu l'énergie abondante. Parce que si on n'avait pas eu l'énergie abondante, ce n'est pas complètement sûr que les rendements céréaliers seraient passés de 10 à 80 quintaux hectares en Île-de-France. Ce n'est pas complètement sûr qu'on aurait pu transporter de la nourriture partout là où on en a besoin à partir de là où elle pousse. Ce n'est pas complètement sûr qu'on aurait su la préserver contre le chaud, le froid et toutes les petites bêtes qui ont envie de la manger à notre place. Ce n'est pas complètement sûr qu'on aurait pu amener l'eau potable et évacuer les miasmes des villes, etc. Donc il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas complètement sûrs dans un monde où on n'aurait pas eu l'énergie fossile, et donc ce n'est pas complètement sûr qu'on serait passé à 7 ou 8 milliards d'individus. Et si la question se pose de savoir si 7 ou 8 milliards d'individus, ce n'est pas une conséquence de l'énergie abondante, à ce moment, évidemment, la question corollaire se pose, qui est, à partir du moment où on rentre en décrue énergétique forte, est-ce qu'on reste à 8 milliards d'individus? Voilà. Ce n'est pas complètement sûr non plus. Si je fais population fois usage individuel, voilà ce à quoi j'aboutis sur la quantité totale d'énergie utilisée par les hommes, c'est-à-dire, en gros, l'évolution du parc de machines. Sachant qu'entre ici et là, il faut beaucoup moins d'énergie pour faire fonctionner une machine parce que vos prédécesseurs et les miens ont été astucieux sur la manière de faire fonctionner les machines et donc ont gagné en efficacité. Et donc, ce que vous voyez là, c'est un minorant du parc de machines en fonctionnement dans le monde. Donc là, à mon avis, on est proche du parc de machines, et là, c'est plutôt un dixième du parc de machines en fonctionnement dans le monde. Ce que vous voyez, c'est qu'entre la génération de mes parents et la génération de mes enfants, la quantité d'énergie utilisée par les hommes a été multipliée par un petit facteur 10, et à mon avis, avec le gain d'efficacité énergétique qu'il y a eu dans le même laps de temps, le parc de machines en fonctionnement dans le monde a été multiplié par un facteur de quelques dizaines. Ce n'est pas complètement certain qu'entre vous et la génération de vos petits-enfants, il se passe la même chose. C'est même assez certain qu'il ne va pas se passer ça. Donc c'est assez certain que le monde que vous allez connaître, et moi, pour les quelques décennies qui me restent à vivre, si tout va bien, ne sera pas un monde de prolongation tendancielle de ce que nous avons eu dans le passé. Je vous rappelle que les systèmes physiques sont exceptionnellement des systèmes linéaires. En général, c'est des systèmes non linéaires. Et que dans les systèmes non linéaires, vous ne pouvez pas raisonner par induction. Il vaut mieux éviter. Si je regarde la marque de l'homme sur son environnement, je peux l'approximer, la marque de l'homme sur son environnement, par la quantité d'énergie qu'il met en jeu. Puisque, je le redis, la quantité d'énergie qu'on met en jeu, c'est le flux de transformation que nous opérons, par définition même de ce que c'est que l'énergie. Donc pour ça, je prends l'énergie par personne fois la population, et ça me donne quelque chose qui ressemble à l'évolution de la marque de l'homme sur son environnement. Eh bien, voilà la population, je fais fois l'énergie utilisée par personne, et voilà, au premier ordre, comment a évolué la marque de l'homme sur son environnement. Sur une planète qui faisait 13 000 km de diamètre à ce moment-là, et qui fait toujours 13 000 km de diamètre à ce moment-là. Et donc vous comprenez que les problèmes d'environnement qu'on a aujourd'hui ne sont pas nécessairement des problèmes qui se qualifient de façon différente par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Par contre, ils se quantifient de façon différente par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Nous avons aujourd'hui un tout petit problème d'ordre de grandeur. Et quand vous voyez ça, vous comprenez aussi qu'on a un tout petit peu mis le système hors d'équilibre et que ce n'est pas complètement sûr qu'il va rester dans cet état pendant extrêmement longtemps. Alors là, je suis en train de vous préparer à quelque chose que je vous détaillerai dans d'autres cours, qui est que il va se passer de toute façon des choses à l'avenir, et de toute façon à l'avenir, le monde ne restera pas stable. De toute façon. Et donc nous avons, vous avez, j'ai, essentiellement le choix entre j'attends que l'instabilité arrive comme elle a envie d'arriver et je la subis, ou je déclenche l'instabilité dans les limites de ce que j'arrive encore à peu près à contrôler.
hein, mais ça sera l'un ou l'autre. Deux petits compléments sur l'évolution de la quantité d'énergie utilisée dans le monde. Vous avez ici la variation de la quantité d'énergie utilisée par les hommes entre 2000 et 2017. Ce que vous voyez, c'est que nonobstant le discours médiatique sur le fait que c'est vachement bien parce qu'on a de plus en plus de production éolienne et solaire, que vous voyez là, les trois énergies qui ont le plus augmenté sur la période et de très loin, c'est les trois énergies fossiles, et en particulier le charbon. Donc l'énergie fossile qui a le plus augmenté depuis qu'on a commencé à faire des grands débats sur le climat, c'est le charbon. Le charbon sur cette période a augmenté plus de 10 fois plus que l'éolien, que le solaire, pardon, compté en équivalent primaire, et plus de 5 fois plus que le solaire. Donc si le journal avait une pagination reflétant les faits, pour un article vous parlant du solaire, il devrait y en avoir 15 vous parlant du charbon. D'accord ? C'est ça qui devrait se passer. Et si vous regardez aujourd'hui ce que vous avez comme approvisionnement, donc je vous fais le camembert sur l'évolution historique que je vous ai montré juste avant, vous voyez que c'est les combustibles fossiles qui dominent l'approvisionnement mondial de la tête et des épaules. En premier lieu le pétrole, ensuite le charbon et le gaz. Si je regarde juste les énergies renouvelables, vous voyez que ce qui arrive en tête, c'est le bois, suivi de l'hydroélectricité. Je vous signale que les deux premiers termes de l'approvisionnement renouvelable de la France, c'est les deux mêmes, le bois et l'hydroélectricité. Ce n'est pas parce que le journal, à nouveau, vous parle d'éolien et de solaire que c'est ça qui compte le plus dans l'approvisionnement renouvelable français. C'est le bois et l'hydroélectricité, de très loin. Les autres termes, après, sont beaucoup plus faibles. Et donc voilà l'approvisionnement renouvelable français. Petit graphique que j'ai fait pas plus tard qu'hier avec des statistiques qui ont été publiées pas plus tard qu'il y a une semaine, ou 15 jours. Ce que vous voyez, c'est que les deux premiers termes de très loin de l'approvisionnement renouvelable français, c'est le bois, qui sert essentiellement au chauffage, et l'hydroélectricité, qui sert à faire de l'électricité. Ici, vous avez l'éolien et le solaire. Vous voyez que le solaire est en fait un des termes les plus faibles de l'approvisionnement renouvelable français. Derrière, plein d'autres trucs, les pompes à chaleur, les déchets, etc. L'ensemble de ces énergies renouvelables, donc là c'est des millions de tonnes équivalent pétrole, je vous avais dit que je vous en parlerai, des tonnes équivalent pétrole, dans une consommation française qui fait à peu près 250 avec cette même unité. Hein, donc vous voyez ce que représentent les énergies renouvelables dans cet ensemble. Voilà, je vous lâche pour 5 minutes. Profitez-en pour bavarder beaucoup à ce moment-là, mais 5 minutes, hein, pas un quart d'heure. Hein. Voilà, merci.